Notre univers s'est créé lors du fameux Big Bang. Peut-on envisager que toute forme de vie soit issue, elle aussi, d'un événement explosif? Toutes sortes de cycles régissent notre monde. Tout n'est que fin et recommencement, telles les saisons, qui successivement font tomber les fruits des arbres, dont les graines donneront naissance à de nouveaux germes débordant de vitalité. Et s'il en était de même pour l'apparition de la vie dans l'univers? L'origine de toute existence pourrait-elle avoir un lien avec un quelconque cycle en bout de course? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons découvrir des astres qui ont subi des transformations brutales et spectaculaires au cours d'explosions terrifiantes, les étoiles à neutrons. Les recherches de plus en plus poussées, notamment grâce aux télescopes spatiaux, nous en disent plus par rapport à ces étoiles mortes depuis des millions d'années. Témoins de l'histoire cosmique, ces rares objets célestes nous invitent à explorer certains mystères de l'astrophysique. Es-tu prêt à percer quelques secrets qui distinguent ces astres atypiques? Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Bien avant qu'une première étoile à neutrons soit observée, l'idée d'une potentielle existence de ce type d'astre a été soumise dans le début des années 30 par le physicien soviétique Lev Landon. Cette hypothèse est survenue juste après la découverte majeure du neutron en 1932 par le physicien britannique James Chadwick. Mais avant d'aller plus en avant, découvrons ce qu'est un neutron. Il s'agit de l'une des trois particules qui composent un atome. Ce dernier est constitué d'une multitude d'électrons voyageant autour d'un noyau, lui-même composé de protons et de neutrons. Le neutron est donc une particule subatomique qui, contrairement aux protons, présente une charge électrique neutre. Ces deux particules concentrent la majeure partie de la masse de l'atome. Le physicien James Chadwick a découvert que le neutron a une charge négative au niveau de son noyau interne et de son bord externe, tous deux séparés par une charge positive, rendant cette particule électriquement neutre. Cette découverte, cruciale pour les scientifiques, qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique en 1935, a ouvert des portes dans de nombreux domaines, notamment en astrophysique. Dès lors, après que le physicien Lev Landon a émis l'hypothèse que des astres puissent être essentiellement composés de neutrons, deux autres scientifiques ont travaillé sur ce concept. Toujours dans le début des années 30, plus exactement en 1934, l'astrophysicien suisse Fritz Zwicky et l'astronome allemand Walter Baade, après avoir assimilé que les atomes sont composés quasi exclusivement de vide, ont alors fait une suggestion disruptive. Ils ont imaginé que des atomes extrêmement tassés les uns contre les autres au point de faire disparaître le vide permettrait d'obtenir un état de matière d'une extraordinaire densité. Ces deux physiciens ont eu l'intuition qu'une étoile hypermassive ayant totalement épuisé son combustible nucléaire, donc une étoile en fin de vie, pourrait, après avoir suivi une supernova induite par l'effondrement de l'astre sous l'effet de sa propre gravité, devenir ce genre d'objet céleste. Lors
Lors de ce chaos, les couches gazeuses externes de l'astre mourant, expulsées au loin dans le cosmos, laisseraient ainsi derrière elles ce qui ressemble à un noyau d'étoiles nues. Celui-ci, extraordinairement compact et dense, ne serait alors composé essentiellement que de neutrons. Le concept de l'étoile à neutrons est lancé, laissant à penser qu'une masse équivalente à celle du Soleil puisse être comprimée dans un espace réduit à une dizaine de kilomètres de rayon. Cependant, l'étude de ces potentielles étoiles atypiques ne prendra son essor que quelques décennies plus tard. Pour qu'une étoile suive ce chemin d'évolution, elle doit présenter certaines caractéristiques. En effet, en mourant, toutes les étoiles ne se transforment pas en étoiles à neutrons. Les plus massives de toutes donnent naissance à des trous noirs stellaires. Les moins massives, c'est-à-dire les plus courantes, deviennent des naines blanches. Pour qu'une étoile mute en étoile à neutrons, elle doit initialement avoir une masse comprise environ entre 6 à 30 masses solaires. Ces astres précis sont plus communément nommés les étoiles ordinaires. Mais avant de pouvoir se faire une idée concernant l'apparence d'une étoile à neutrons, il a fallu attendre 1967. Grâce à la persévérance d'une étudiante britannique en astrophysique, Jocelyn Bell, la première étoile à neutrons a été observée en 1967. La doctorante, dont la découverte s'est vue appropriée par son professeur de l'université de Cambridge, Anthony Hewitt, a détecté PSR B1919+21, une étoile à neutrons un peu particulière. Comme tu peux l'imaginer, les étoiles à neutrons les plus communes sont de taille si modeste qu'elles ne pouvaient encore être observées avec la technologie de cette époque. L'astre étudié, en revanche, effectuait une rotation rapide, engendrant un fort champ magnétique, mais surtout émettait, à l'instar d'un phare, des ondes radio à intervalles constants. Cette étoile, localisée dans la constellation boréale du Petit Renard, est en réalité un pulsar, le premier à avoir été détecté puis longuement étudié. Quelques mois plus tard, en 1968, un second pulsar a été identifié au cœur de la nébuleuse du Crabe, qui n'est autre que le rémanent de la supernova SN 1054, observé durant 2 années depuis l'an 1054, comme en attestent de nombreux écrits du monde chinois et du monde arabe. Le lien entre les pulsars et les étoiles à neutrons a donc pu être établi, démontrant que les étoiles à neutrons sont bel et bien la résultante de l'explosion d'une supernova. Par la suite, l'étude de nombreux rémanents de supernovas abritant en leur sein des pulsars a appuyé cette conclusion. Cependant, les rémanents de supernovas ont une durée de vie bien plus courte que la période durant laquelle l'émission pulsée de l'étoile à neutrons peut être observée. C'est pourquoi la majorité des pulsars répertoriés à ce jour ne sont pas associés à un rémanent. Aujourd'hui, à peine 3000 étoiles à neutrons ont été recensées dans notre galaxie. La plupart, soit plus de 2700, de type pulsar. Nous découvrirons un peu plus tard les autres types d'étoiles à neutrons, de formes et de spécificités différentes. Nous pouvons dorénavant affirmer que ces astres minuscules et paradoxalement extrêmement massifs composent une véritable catégorie d'étoiles. Depuis leur découverte, les scientifiques ont noté que ces objets célestes hors normes se trouvent dans les mêmes régions du cosmos qui abritent des étoiles.
Les étoiles à neutrons détectables apparaissent disséminées à travers la Voie lactée de la même manière que toutes les autres étoiles, principalement le long du disque de la galaxie. Tout comme les autres astres, elles peuvent évoluer seules ou composer un système binaire, ayant ainsi un compagnon de route. Mais rappelle-toi, ces étoiles sont très difficilement repérables, ce qui permet de prétendre que nombre d'entre elles se tapissent encore dans l'ombre. La NASA estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 milliard d'étoiles à neutrons dans la Voie lactée. En 2018, des astronomes ont découvert la première étoile à neutrons isolée en dehors de la Voie lactée. C'est en observant le petit nuage de Magellan à 200 000 années-lumière de notre Soleil, plus exactement les restes d'une explosion de supernova qui s'y est produite il y a près de 2000 ans, qu'ils l'ont décelé. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'utilisation de moyens technologiques avancés. En superposant le rayonnement X capté par le télescope spatial Chandra de la NASA à la lumière visible observée à l'aide de l'instrument MUSE monté sur le très grand télescope de l'Observatoire européen austral situé au Chili, ils ont pu immortaliser les restes de cet événement cataclysmique. Dans cette fabuleuse poche de gaz, nommée E0102 et connue depuis près de 35 ans, ils ont décelé un second anneau gazeux. Celui-ci, de bien plus petite taille, abrite un point lumineux en rayon X, une étoile à neutrons. Si les scientifiques n'ont pas été très surpris par leur trouvaille, en revanche, ils sont stupéfaits des caractéristiques qu'elle présente. En effet, cette étoile est entourée de 2 anneaux gazeux, fortement asymétriques et de vitesses d'extension différentes. L'anneau principal s'étend à une vitesse avoisinant les 1000 km par seconde. Tandis que le petit anneau, abritant principalement l'étoile, présente une vitesse d'environ 90 km par seconde. Les scientifiques comparent le spectre en énergie de cette étoile à neutrons à celui de 2 autres étoiles bien connues de notre galaxie. Celles-ci sont situées dans les rémanents de supernova Cassiopée A, dans la constellation du même nom, et Puppis A, dans la constellation de la Poupe, elle aussi non accompagnée par un autre astre. L'étoile, décelée uniquement par ses émissions de rayons X, n'émet aucune émission radio, pulsée ou pas, indiquant que son champ magnétique est relativement faible. Parmi toutes les étoiles à neutrons découvertes à ce jour dans la Voie lactée, seules 10 autres présentent ces mêmes caractéristiques. Mais ce qui intéresse grandement les astronomes, c'est de comprendre par quel mécanisme cette étoile à neutrons a pu se retrouver si décalée du centre de l'anneau principal. Et pourquoi elle se déplace, même lentement. Les astrophysiciens étudient 2 scénarios. Il pourrait s'agir d'un déplacement ou d'une déformation de la vaste onde de choc à la suite d'une série de circonstances précises conduisant à cette asymétrie. Ou bien ce serait non pas la poche de gaz, mais l'étoile à neutrons qui, après une forte explosion asymétrique, aurait subi une brutale impulsion, la propulsant là où elle se situe actuellement. En somme, cette première étoile à neutrons extragalactique, bien que mise sous les projecteurs, n'a pas révélé tous les secrets entourant les circonstances de sa mort violente. Penchons-nous à présent sur les caractéristiques si déroutantes des étoiles à neutrons. Tu l'auras compris,
Ces astres sont exceptionnellement petits, mesurant en moyenne seulement 20 km de diamètre. En revanche, leur masse volumique est extraordinairement importante, estimée à près de 1000 milliards de tonnes par litre. En termes de comparaison, si une cuillère à café de cette catégorie d'étoiles était ramenée sur Terre, elle pèserait plus d'1 milliard de tonnes. C'est pourquoi elles sont souvent qualifiées de vestiges de tous les extrêmes. D'ailleurs, ces étoiles sont dotées d'un champ magnétique particulièrement intense. Il est en général de l'ordre de 100 milliards de Tesla. Le Tesla étant l'une des unités de mesure des champs magnétiques. Dit comme ça, j'imagine que tu as du mal à te faire une idée de ce que cela représente, ce qui est normal. En fait, le champ magnétique d'une étoile à neutrons peut être qualifié d'incommensurable, notamment en comparaison à celui de notre planète. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons est en moyenne 100 000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Une autre particularité des étoiles à neutrons s'avère surprenante. Leur surface se révèle particulièrement lisse, dépourvue de toute irrégularité. Ce constat est d'autant plus déroutant que des objets aussi denses présentent généralement une attraction gravitationnelle extraordinaire, ce qui n'est pas sans répercussion sur leur relief de surface. Une étude des proéminences observées à la surface des étoiles à neutrons estime que leur plus haut sommet serait inférieur à 1 mm. Proportionnellement à la Terre, le sommet de ces montagnes ne dépasserait pas 50 cm. Avec une telle force de gravité, il va de soi que toute vie est impossible à la surface d'un tel objet, qui, bien que portant le nom d'étoile, n'en est techniquement plus une. En effet, pour être scientifiquement perçue comme une étoile, elle devrait toujours être en mesure de réaliser la nucléosynthèse stellaire. Or, les étoiles à neutrons n'ont plus les ressources nécessaires. Elles sont donc considérées comme des astres moribonds. Au demeurant, de quoi est composée une étoile à neutrons? Comme tous les astres, sa structure, qui présente des densités variées, se compose de plusieurs couches. Commençons par décortiquer son anatomie en nous intéressant à son atmosphère. Celle-ci est réduite à une fine enveloppe gazeuse dont l'épaisseur se calcule en centimètres. Cette première couche, parfois qualifiée d'océan gazeux, affiche une température de plusieurs millions de degrés. La gravité à sa surface est 10 milliards de fois plus élevée que celle du Soleil. Masquée par cette première enveloppe, chose étrange pour une étoile, existe une surface solide. Il s'agit de la croûte externe, dont la composition est similaire à l'intérieur d'une naine blanche. Constituée essentiellement de fer, on y retrouve des noyaux atomiques fortement ionisés, ainsi que des électrons libres. Les atomes de fer, formant une sorte de treillis, composent ainsi une structure cristalline. Lorsque la densité s'accroît, des réactions de fusion entre les protons des noyaux atomiques et les électrons libres créent des neutrons. Il en résulte une transmutation des noyaux atomiques de base, qui s'apparentent alors au nickel, au zinc ou alors au krypton, selon leur densité. Quand la densité devient trop importante, les noyaux, eux-mêmes trop riches en neutrons, laissent échapper une partie de ces derniers dans ce que l'on nomme la croûte interne. Sa matière renferme principalement des noyaux extrêmement riches en neutrons, baignant dans un gaz de neutrons et d'électrons libres. L'intégralité de cette couche externe
divisée comme nous venons de le voir en 2 zones, présente une épaisseur d'environ 1 km. En dessous de cette limite, la densité devient si forte que les noyaux atomiques ont totalement disparu, progressivement dissous. Ne reste alors plus qu'une soupe de neutrons superfluides, mêlée à une petite quantité de protons et d'électrons subsistants. Cette zone, dont l'étendue est d'approximativement 10 km, correspond au noyau externe de l'étoile à neutrons. Le gaz de proton étant superconducteur, il doit jouer un rôle primordial par rapport au champ magnétique. Nous voici à présent au cœur de l'étoile à neutrons, qui pourrait avoir la forme d'un noyau solide. Bien évidemment, il ne s'agit là que d'une hypothèse, cette zone interne de l'étoile n'étant pas accessible, donc pas observable. Toutefois, certaines caractéristiques de cette partie précise de l'astre peuvent être estimées, notamment par l'étude de la masse et/ou du rayon de celui-ci. Ainsi, une étoile à neutrons dont le rayon serait de l'ordre de 10 km avec une masse équivalente à 1,4 fois celle du Soleil présenterait un noyau interne solide de 1 km de diamètre, où les neutrons formeraient une structure cristalline. Reste à savoir comment les particules constituant les neutrons et les protons, à savoir les quarks, se réorganisent dans cet environnement dont la densité est extrême. Forment-ils des combinaisons jusqu'alors inconnues? Une autre particularité des étoiles à neutrons est celle de leur vitesse de rotation. Elles présentent généralement une période de rotation qui se compte en secondes. Pour certaines, cette vitesse peut être de 30 secondes, tandis que les plus excessives tournent en seulement 1/100e de seconde. Pour trouver une explication à ce rythme plus ou moins effréné, les scientifiques suggèrent que l'étoile à neutrons, au moment de sa création, récupère le mouvement de rotation que l'étoile possédait au préalable, en conservant son moment cinétique, également connu sous le nom de moment angulaire. Par conséquent, au fur et à mesure que l'étoile à neutrons se contracte, sa taille devenant de plus en plus minuscule, sa vitesse de rotation ne peut que s'amplifier. Le mouvement de l'astre étant proportionnel à sa masse, son rayon et sa vitesse angulaire, qu'en serait-il si notre Soleil venait à se transformer en étoile à neutrons? Son rayon actuel, avoisinant 700 000 km, serait réduit à seulement 15 ou 16 km. Sa masse maintenue à l'identique, soit près de 333 000 masses terrestres. Notre Soleil verrait sa vitesse augmenter exponentiellement. S'il lui faut actuellement 25 jours pour effectuer une rotation, il tournerait alors, tiens-toi bien, à 1000 tours par seconde. Cet exemple, s'il est très explicite, ne pourra toutefois pas devenir réalité. Le Soleil n'est pas assez massif pour prétendre finir ses jours sous l'aspect d'une étoile à neutrons. Il se transformera en une banale géante rouge pour terminer en naine blanche. A priori, toute étoile à neutrons tourne rapidement après sa formation. Cependant, cette vitesse tend à diminuer car son champ magnétique dilapide l'énergie. Par conséquent, une vieille étoile à neutrons tournera moins vite qu'une étoile plus récente. Il semble que le taux de décroissance de la vitesse de rotation observée soit relativement constant et surtout insignifiant. Selon leur comportement, les étoiles à neutrons sont classées en plusieurs sous-catégories.
Certains de ces astres se distinguent de manière plus ou moins extraordinaire. Voyons à quoi ressemblent les magnétars. Ces objets qui figurent parmi les plus exotiques de l'univers. Les magnétars se démarquent par des champs magnétiques d'une extrême intensité, produisant des rayonnements électromagnétiques de haute énergie, autrement dit, des rayons X et des rayons gamma. En dehors des trous noirs, rien dans le cosmos ne génère de telles forces magnétiques. L'existence des magnétars a été soumise en 1992 par deux astronomes, Robert Duncan et Christopher Thompson. Ils ont établi une relation entre la théorie des champs magnétiques intenses et les observations des sources gamma. L'observation d'étoiles à neutrons présentant un nombre de Reynolds élevé, celui-ci étant un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides, a démontré que ces astres pouvaient générer des champs magnétiques d'une extrême intensité. Si certaines étoiles à neutrons voient la puissance de leur champ magnétique s'intensifier au fur et à mesure que leur vitesse de rotation se réduit, il n'en est rien pour les magnétars. Cette caractéristique inhabituelle chez ces derniers est en réalité due à leur structure même, et plus particulièrement à leur magnétosphère. Mais avant d'aller plus en avant, comment se mesure le champ magnétique en général? Pour décrire la densité de flux magnétique, on utilise les unités Tesla ou Gauss, sachant qu'une unité Tesla correspond à 10 000 unités Gauss. Le champ magnétique à la surface de la Terre correspond à environ 0,5 Gauss. Comparons à présent quelques objets cosmiques et leurs forces de champ magnétique respectives. La surface du Soleil, selon son activité, émet un champ magnétique compris d'environ 3000 Gauss. Celui du trou noir supermassif Sagittarius A est d'environ 100 000 Gauss. Celui de la surface d'une naine blanche est estimé à 1 million de Gauss. Imagine à présent la force du champ magnétique d'un magnétar qui, elle, atteint 100 000 milliards de Gauss, au minimum. Le champ magnétique de tout objet connaît des variations en permanence. Celui d'un magnétar, selon des simulations, pourrait s'emballer ponctuellement jusqu'à atteindre 1 million de milliards de Gauss. Lorsqu'il atteint un certain stade entre ces deux variables, il impacte alors considérablement les couches externes de l'étoile. Celle-ci, telle une écorce protectrice, hyper dense et aussi dure, voire plus dure que du diamant, voient leur structure se déformer, se fracturer. Lorsque l'activité électromagnétique du magnétar s'intensifie suffisamment, sa croûte, composée de neutrons, vibre avec une intensité si colossale qu'elle finit par se briser violemment, tout comme l'écorce terrestre lors de tremblements de terre. Lors de ces tremblements stellaires qui durent entre 0,1 à 3 secondes et qui s'enchaînent à un rythme démesuré, des rayons X ou gamma surgissent. Ces tremblements, dont l'amplitude est estimée à 32 sur l'échelle de Richter, provoquent de véritables éruptions explosives qui durent quelques jours, voire quelques semaines, avant d'entamer une diminution progressive de leur intensité, pouvant durer plusieurs années, avant que l'étoile ne retrouve sa luminosité habituelle. Les magnétars, qui sont décrits comme les aimants les plus puissants de l'univers, font donc l'objet de nombreuses observations.
Une étude conjointe de l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences et du Centre Kepler de physique des particules et d'astrophysique de l'Université de Tübingen a découvert le magnétar possédant le champ magnétique de surface le plus puissant jamais observé dans le cosmos. L'objet qui détient ce record est un magnétar ultra-lumineux à rayon X, situé dans la constellation de Cassiopée, à 24 000 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'étoile à neutrons Swift J0243.6, plus 6124, étudiée grâce au télescope spatial multispectral Swift en octobre 2017. Déjà connu par les scientifiques comme étant l'unique source de rayons X de la Voie lactée faisant partie des objets dits ultra brillants, elle a révélé certaines de ses caractéristiques, et pas des moindres. Elle appartient à un système binaire à rayons X d'étoiles à neutrons, l'autre étoile étant un pulsar qui, malheureusement, est en train de se faire dévorer par sa compagne magnétique. Et pour cause, la puissance de son champ magnétique atteint 1,6 milliard de Tesla, soit 16 000 milliards de Gauss, soit environ 5 milliards de fois plus intense que le champ magnétique solaire. Sous l'effet de cette monstrueuse force gravitationnelle, le gaz de l'étoile voisine n'a d'autre possibilité que de tomber vers l'étoile à neutrons, formant un disque d'accrétion. Le plasma du disque, en sombrant dans les lignes magnétiques jusqu'à atteindre la surface de l'étoile à neutrons, s'enflamme, libérant alors de puissants rayons X. Ces derniers, du fait de la rotation de l'étoile, se manifestent par des signaux périodiques de pulsation de rayons X. C'est pourquoi ce type d'objet porte le nom de pulsar d'accrétion de rayons X. C'est en observant minutieusement le spectre de ces rayons X que les scientifiques, après avoir découvert une ligne d'absorption de cyclotrons électroniques, ont pu mesurer directement l'intensité exceptionnelle du champ magnétique. Il s'agit du plus puissant champ magnétique jamais mesuré directement dans l'univers. À ce jour, les astronomes n'ont répertorié que 31 magnétars. Ces objets sont donc aussi fascinants que rares. L'un d'eux, situé à environ 15 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire, est découvert en mars 2020 par le télescope spatial Swift, ayant un comportement assez inhabituel, intrigue les scientifiques. Voici Swift J1818.0-1607. Tout laisse à penser qu'il s'agit du magnétar le plus jeune de tous. L'étoile primaire aurait a priori explosé en supernova il y a seulement 240 ans, plus ou moins à l'époque de la Révolution française. Cette conclusion émane de chercheurs australiens qui ont observé cette étoile à 8 reprises, de mai à octobre 2020. Dans un premier temps, ils ont constaté que ces émissions radio s'apparentaient à celles d'un pulsar, présentant des intensités variables. Puis ces émissions ont commencé à se comporter de manière étrange, tantôt de type pulsar, tantôt de type magnétar. Ce phénomène de courte durée n'avait jamais été observé jusqu'alors auprès d'aucun autre magnétar. De plus, l'axe magnétique de l'étoile J1818 n'est pas aligné avec son axe de rotation, son pôle magnétique étant situé juste en dessous de l'équateur, dans son hémisphère sud.
Mais ce n'est pas le dernier fait étrange. Il s'avère que le 1er août 2020, son faisceau radio s'est déplacé brièvement au niveau de l'hémisphère nord de l'objet, suggérant que les impulsions radio de cette étoile proviennent de boucles de lignes de champ magnétique reliant deux pôles peu espacés. Or, les étoiles à neutrons typiques ont des pôles nord et sud, à l'instar de notre Terre, opposés l'un à l'autre, de part et d'autre de l'objet. L'observation de ce comportement insolite, couplé aux données de l'étoile, à savoir une masse équivalente à 2 fois celle du Soleil, un diamètre de 25 km et une période de rotation de 1,36 secondes, aura permis aux astronomes de déterminer son jeune âge. Les étoiles à neutrons qui émettent un faisceau de rayonnement le long de leur axe magnétique de façon périodique, sous la forme de très brèves impulsions, sont plus courantes. Parce que ce rayonnement fluctue ou pulse rapidement. Un pulsar ressemble davantage, tout du moins en apparence, à un phare cosmique qu'à une étoile ou à une planète lambda qui, elle, brille de manière ininterrompue. D'ailleurs, pour la petite histoire, ces ondes radio émises à un rythme rapide et régulier ont pendant un certain temps été prises pour des manifestations de civilisation extraterrestre. L'intervalle entre chaque impulsion peut aller de quelques secondes à seulement plusieurs millisecondes. Si un pulsar brille également en continu, les radiations émises par chacun des deux pôles de cette étoile, qui tourne rapidement sur elle-même, donnent cette impression de luminosité à un intervalle régulier. Bon nombre de pulsars ne sont pas observables depuis la Terre. Pour être perçu, l'émission d'un pulsar qui ressemble à un cône doit être orientée durant un bref moment dans notre direction. Environ 2700 pulsars sont recensés actuellement, la majorité dans la Voie lactée, certains dans ses amas stellaires. Seuls quelques rares pulsars ont été décelés dans les nuages de Magellan. Parmi les pulsars les plus célèbres, on ne peut ignorer le tout premier à avoir été découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Il s'agit de PSR B1919+21, situé dans la constellation du Petit Renard, que nous avons déjà observé plus tôt, tout comme le pulsar du Crabe. Mais intéressons-nous de plus près aux différents types de pulsars, dont les caractéristiques dépendent en grande partie de leur environnement et de leur âge. Les plus courants sont les pulsars radio. Ceux-ci peuvent être détectés uniquement dans le domaine des ondes radio, par leur intense émission pulsée. C'est pourquoi on ne parle plus d'étoiles au sens propre du terme, mais de radiosources compactes. Les pulsars X, quant à eux, sont décelés par leur émission de rayons X. Cette émission en X n'est pas en lien avec l'émission de surface, qui est pourtant très chaude, de l'ordre de plusieurs millions de Kelvin au minimum, mais résulte en général d'un processus énergétique provoqué par une rotation rapide de l'astre. Une seconde théorie suggère que ces émissions de rayons X sont dues à un dégagement d'énergie colossale imputé à l'accrétion de matière provenant d'un second objet, notamment dans les systèmes binaires. D'autres pulsars, nommés gamma, émettent, comme tu peux t'en douter, dans le domaine des rayons gamma. Environ une centaine de pulsars gamma ont été identifiés à ce jour.
La plupart des objets de ce type à évoluer seuls sont aussi rares que difficiles à détecter. En général, on les retrouve dans les systèmes binaires. Les pulsars isolés, qu'ils soient de type X ou gamma, sont par ailleurs pratiquement tous des pulsars radio. Certains pulsars X sont dits anormaux, car ils présentent une émission anormalement élevée de leurs rayons X, d'où un champ magnétique d'une intensité extraordinaire. De plus, par rapport aux autres pulsars, ils ont une période de rotation très longue, de l'ordre de 6 à 12 secondes. Ils connaissent par ailleurs une phase de ralentissement très rapide, signifiant qu'il s'agit probablement d'objets très jeunes, cette dernière étant potentiellement due à leur champ magnétique extrême. A contrario, certains pulsars subissent une période de rotation prodigieuse, pouvant aller d'1 à 10 millisecondes. Voici les pulsars millisecondes, parfois nommés pulsars recyclés. Leur champ magnétique est l'un des plus faibles, bien qu'il soit tout de même proche de 100 millions de Gauss. Souvent en orbite auprès d'une étoile compagne ou d'une naine blanche, les pulsars millisecondes sont très âgés. Enfin, les magnétars, ces objets au champ magnétique d'une intensité inégalée que nous avons décrit au préalable, sont également un type de pulsar. Leurs propriétés déconcertantes n'ont pour l'heure pas encore trouvé d'explication avérée. S'agit-il d'objets singuliers? Ou bien ne sont-ils qu'une phase temporaire, mais habituelle, de l'évolution des pulsars? Comprendre par quel stade passent les étoiles, c'est aussi se donner la possibilité d'estimer leur âge. Mais comment procèdent les scientifiques pour donner une date de naissance aux pulsars, même approximative? Comme nous venons de le voir, les pulsars tournent rapidement sur eux-mêmes. Sachant que la vitesse de rotation d'un pulsar diminue au fil du temps du fait de son rayonnement électromagnétique, les scientifiques, savants calculs à l'appui, arrivent à définir l'âge approximatif de l'objet. Une autre méthode consiste à estimer l'âge cinématique du pulsar. Dans ce cas, après avoir étudié l'environnement proche de l'objet et avoir défini le lieu où s'est produite la supernova, les chercheurs définissent le temps mis par ce dernier pour atteindre sa position actuelle. Parmi les étoiles à neutrons, nombreuses sont celles qui présentent des propriétés étonnantes. Nous avons déjà abordé le cas de Swift J1818, qui s'avère être un magnétar se comportant comme un pulsar, dont l'âge estimé à seulement 240 ans lui procure le statut de pulsar le plus jeune découvert à ce jour dans la galaxie. Mais un autre pulsar défie les astrophysiciens par son comportement étrange. Il s'agit de l'astre PSR J0901-4046, également découvert en 2020, qui a été détecté après qu'une de ses impulsions a été relevée par le radiotélescope Mercat, situé en Afrique du Sud. Celui-ci, du fait de son comportement inhabituel pour un pulsar, est longtemps resté discret. En effet, contrairement aux astres de sa catégorie qui affichent des vitesses de rotation très rapides, voire vertigineuses, celui-ci met 75,88 secondes pour faire un tour sur lui-même, ce qui est d'une lenteur inconcevable pour un pulsar. Le plus lent observé jusqu'à cette découverte complétait un tour en 23,5 secondes. Pour les chercheurs, cette lenteur excessive est plus que déconcertante.
d'autant qu'ils pensaient que les émissions radio des étoiles à neutrons étaient une conséquence directe de leur rapide rotation. Un autre phénomène rend cette étoile totalement déroutante. Elle émet 7 types d'impulsions différentes et d'évolutions non identiques. Les astronomes qui étudient ce type d'étoiles ont encore d'innombrables données à interpréter qui devraient leur permettre de comprendre comment elles se forment et comment elles évoluent. Mais surtout, cette dernière trouvaille suggère que de nombreuses étoiles, telles que ce pulsar lent, sont encore dissimulées dans notre galaxie. Comme tu le sais, dans le cosmos, les astres se côtoient parfois de très près, formant des systèmes binaires. Certains d'entre eux sont des laboratoires naturels pour étudier la physique des hautes énergies, la relativité générale et l'évolution stellaire. Il s'agit des étoiles binaires X. Ces systèmes sont composés de 2 étoiles différentes. L'une est une étoile ordinaire, semblable au Soleil, et l'autre est une étoile à neutrons, voire dans certains cas, un trou noir. L'étoile à neutrons, ou le trou noir, formé à l'issue d'une supernova, attire alors la matière de sa compagne par gravitation, ce qui provoque des émissions intenses de rayons X. La matière qui tombe vers l'étoile à neutrons forme un disque compact, d'où se dégage, sous l'effet des frottements, une chaleur telle qu'un plasma se crée, chaud et brillant, dans le domaine des rayons X. 2 types principaux d'étoiles binaires X sont décrits. Il existe les sources transitoires et les sources persistantes. Les premières sont celles qui présentent des variations importantes de luminosité, tandis que les secondes se montrent stables, tout du moins d'un point de vue des émissions lumineuses. L'une des étoiles binaires X les plus étudiées se nomme RX-1, située dans la constellation d'Hercule. Elle est composée d'une étoile normale de type A et d'une étoile à neutrons de 1,5 masse solaire. Cette dernière attire la matière de sa compagne par gravitation, formant l'inévitable disque d'accrétion qui émet des rayons X. Ces rayons, très intenses, varient selon plusieurs périodes temporelles. L'étoile pulse du fait de sa rotation, avec une période de 1,24 secondes. Elle s'éclipse tous les 1,7 jours selon la période de l'orbite binaire. Mais surtout, le disque de RX-1 vacille tous les 35 jours, sa ligne se déplaçant ainsi de haut en bas à mesure qu'il tourne. Le disque d'accrétion de cette étoile à neutrons présente donc cette particularité étrange. Il vacille lorsqu'il tourne, influencé par des vents au sein du disque. L'étude des vents de disque fascine les scientifiques, qui ne connaissent pas leur origine. Est-ce le champ magnétique intense de l'objet qui morcelle le disque avant d'expulser une partie de la matière vers l'extérieur sous forme de vent? Ou est-ce le rayonnement de l'étoile à neutrons qui chaufferait la surface du disque jusqu'à en évaporer une partie qui s'envolerait, telles des rafales chauffées à blanc? Les astronomes travaillent d'arrache-pied pour tenter de déterminer l'origine de ces vents et comprendre de quelle manière ils influencent leur environnement. La majorité des étoiles à neutrons observées à ce jour font partie d'un système binaire. Dans la plupart des cas,
Elles ont pour compagnon une étoile de la séquence principale, une naine blanche, une géante rouge, voire une autre étoile à neutrons. Les scientifiques suggèrent par ailleurs qu'une étoile à neutrons pourrait tout aussi bien côtoyer de très près un trou noir. Une telle découverte, si elle devait avoir lieu un jour, s'avérerait majeure pour l'astrophysique. Au cours de leurs nombreuses observations, des radioastronomes de l'Observatoire de Parkes en Australie ont décelé en mai 2003 un système binaire inhabituel. Celui-ci, relativement proche, distant de seulement 2400 années-lumière de la Terre et situé dans la constellation de la Poupe, est constitué de deux astres. Ce qui, jusqu'ici, n'a rien d'extraordinaire. Toutefois, l'étude approfondie de ce système nommé PSR J037-3039 a permis de mettre en lumière deux caractéristiques tout aussi sensationnelles l'une que l'autre. D'une part, ce système est composé de deux pulsars d'au moins 1,4 masse solaire chacun, particularité qui n'a jamais été observée dans aucun autre système. D'autre part, ces deux composants orbitent l'un autour de l'autre à une distance extrêmement courte, estimée à 2 fois celle qui sépare la Terre de la Lune. En somme, ces deux pulsars qui s'éclipsent mutuellement à tour de rôle se maintiennent dans un mouchoir de poche à l'échelle cosmique, qui équivaut au volume qu'occupe notre Soleil. Ces observations ont d'ailleurs été grandement facilitées du fait que l'inclinaison orbitale du système est à pratiquement 90 degrés par rapport à la Terre, nous montrant ainsi sa tranche. Lorsque le premier pulsar est détecté, son signal présente une modulation dont la période est de 2h45. Pour les chercheurs, cet effet Doppler permet d'affirmer qu'un compagnon évolue aux côtés du pulsar étudié, à une distance relativement courte. Ce fait est confirmé dès l'observation suivante, qui décrit les deux astres comme étant des pulsars, le premier ayant une période de rotation intrinsèque de 23 millisecondes, le second 1000 fois plus lent, faisant un tour sur lui-même en 2,8 secondes. Ce duo possède les qualités requises pour mettre en application la célèbre théorie d'Einstein concernant la relativité générale. Selon cette théorie, le mouvement orbital peut engendrer une déformation de l'espace-temps, faisant osciller l'axe de rotation de l'un des deux composants d'un système binaire, mouvement nommé précession. Après 16 années d'observation remarquablement précises, la mesure de la précession analysée correspond aux estimations délivrées par les équations de la théorie d'Einstein. Les prévisions de perte d'énergie liées aux ondes gravitationnelles ont pareillement trouvé écho avec la théorie. Les scientifiques, en se basant sur ces données, estiment que l'orbite commune aux deux pulsars raccourcit de 7 mm par jour, les conduisant à une fusion inévitable, celle-ci devant se produire dans plus ou moins 85 millions d'années. Les étoiles à neutrons ne cessent de surprendre quiconque s'intéresse à elles. Si je te disais que de tels astres hébergent une ou plusieurs planètes, me croirais-tu? En 1992, la première planète, ou plutôt les premières planètes de pulsars, ont été identifiées par le radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico, le plus grand radiotélescope simple existant jusqu'à 2016. Cette découverte a été rendue possible par la chronométrie, qui permet de mesurer les infimes variations de périodicité des pulsars et d'en déduire les principaux paramètres orbitaux des objets en étant responsables.
Ce premier système planétaire découvert évolue autour d'un pulsar dans la constellation de la Vierge, approximativement à 2300 années-lumière de la Terre. Nommé PSR B1257+12, on sait depuis 2007 qu'il contient non pas une ni deux, mais 3 exoplanètes, et qu'une 4e demande à être confirmée. De même qu'une potentielle ceinture d'astéroïdes. En 1992, cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans la sphère scientifique, qui pensait trouver des planètes seulement auprès des étoiles de la séquence principale. La planète la plus proche du pulsar, nommée Drøger, présente une masse 50 fois plus faible que celle de la Terre et orbite autour du pulsar en un peu plus de 25 jours. C'est la plus petite planète à avoir été observée dans tout l'univers. La seconde, baptisée Poltergeist, est la plus massive avec une masse estimée à 4,3 fois celle de la Terre. Plus éloignée, elle orbite en 66 jours et demi. Relativement proche de la 3e planète identifiée, à savoir Phobétor, elle est donc en interaction gravitationnelle étroite avec cette dernière, qui s'avère environ 3,9 fois plus massive que la Terre. Enfin, un 4e objet demande à être confirmé depuis 1996. Une première étude, qui a été réfutée par la suite, suggérait la présence d'une planète 100 fois plus massive que la Terre et distante d'une quarantaine d'unités astronomiques de son étoile. Toutefois, un objet semble bel et bien se situer dans cette région de l'espace et engendrer des perturbations auprès du système étudié. Pour certains, il pourrait s'agir non pas d'une planète, mais d'un astéroïde, voire d'une comète. Le 2e système planétaire de ce type est situé dans la constellation du Scorpion, plus exactement dans l'amas globulaire Messier 4. Dans ce système binaire, composé du pulsar PSR B1620-26 d'approximativement 1,35 masse solaire et de la naine blanche WD B1620-26 d'environ 0,34 masse solaire, évolue la planète de la Genèse, plus couramment surnommée Mathusalem. Cette exoplanète, dite circumbinaire, du fait qu'elle orbite autour d'une étoile binaire, est d'environ 2,5 masses joviennes. Il lui faut une centaine d'années pour effectuer une orbite complète autour de ces 2 étoiles. Mais le plus spectaculaire reste son âge. 3 fois plus âgée que notre planète Terre, elle pourrait avoir 13 milliards d'années. C'est assurément la planète la plus ancienne jamais observée de toute l'histoire de l'astronomie. L'étude de cette exoplanète est fort intéressante pour les scientifiques. En effet, formée peu après le Big Bang, elle ne serait composée essentiellement que d'éléments chimiques résultant de la nucléosynthèse primordiale qui s'est effectuée au cours des premiers instants de vie de l'univers. Les étoiles à neutrons présentent des vitesses de rotation extrêmement variées, mais relativement stables. Il existe toutefois quelques exceptions, et il leur arrive de subir des accélérations ponctuelles, parfois soudaines. Ce phénomène est appelé par les astrophysiciens un glitch. Ce comportement étrange est d'ailleurs régulièrement constaté chez une étoile à neutrons distante d'un peu moins de 1000 années-lumière de la Terre. Il s'agit du pulsar Vela, visible dans le ciel austral, qui subit un glitch environ tous les 3 ans. Du fait que cette anomalie de rotation ne semble toucher qu'une faible population des pulsars, soit environ 5% d'entre eux, le pulsar Vela, qui connaît ce problème avec régularité,
est particulièrement apprécié par les chasseurs de glitch. L'observation de ces anomalies a permis aux chercheurs d'en savoir plus sur la composition de l'étoile. Ils ont constaté qu'au moment du glitch, l'étoile avait commencé à tourner à une vitesse plus importante que celle observée auparavant, avant de ralentir, jusqu'à retrouver sa vitesse de croisière. Ils ont alors déduit que le centre du pulsar est en réalité formé de 3 composants. L'un d'entre eux étant une soupe de neutrons superfluides située sous la croûte de l'étoile. Des déplacements au sein de cet hypothétique noyau superfluide provoqueraient ainsi ce fameux tremblement d'étoiles. Lorsque ce bouillon de neutrons viendrait heurter la croûte rigide externe, une accélération du corps céleste se produirait. Puis, lorsqu'une deuxième masse de superfluide provenant du noyau atteindrait la première vague, la rotation de l'étoile connaîtrait un ralentissement. Mais ces observations passionnantes ont soulevé un nouveau mystère quand il a été constaté que juste avant le glitch, l'étoile à neutrons semblait connaître un léger ralentissement avant de regagner de la vitesse. Pour l'heure, aucune explication n'a été avancée, d'autant que rien ne prouve que ce phénomène soit en lien avec la cause du glitch lui-même. Comprendre les rouages d'un tel objet céleste, c'est également s'interroger sur son processus de formation. Si les étoiles à neutrons font partie des corps célestes les plus denses de l'univers, savoir qu'elles ne sont que les reliquats d'une étoile morte les rend encore plus fascinantes. Considérées comme les petites sœurs des trous noirs, les étoiles à neutrons ne peuvent se former qu'à partir de certaines étoiles. Celles-ci devant être particulièrement massives pour tirer leur révérence finale lors d'un feu d'artifice cataclysmique, à savoir la supernova. Ainsi, une étoile en fin de vie de plus de 10 masses solaires a de grandes chances de connaître une seconde vie en se transformant en étoile à neutrons, en somme, en noyau d'étoiles mortes. Tout commence lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, après avoir brûlé tout son carburant nécessaire à la réaction thermonucléaire. Certaines se dilatent jusqu'à devenir de paisibles géantes rouges, mais les plus massives subissent un effondrement sur elles-mêmes, jusqu'à exploser en supernova. Lors de ce désastre stellaire, les couches externes et gazeuses de l'astre sont expulsées dans l'espace sidéral. Ne reste alors plus que le noyau de l'étoile, qui n'a plus assez d'énergie pour maintenir la force gravitationnelle. Si la masse de celui-ci est inférieure à 1,4 masse solaire, il prendra la forme d'une naine blanche. Mais dans notre cas, son noyau, compris entre 1,4 et 5,8 masses solaires, génère une énergie supérieure à la limite de Chandrasekhar. Résultat, les électrons heurtent les protons, provoquant la création des neutrons. L'étoile dégénérée finit par se stabiliser. Le résidu compact restant est alors nommé étoile à neutrons, avec une densité moyenne correspondant à environ 1 million de milliards de fois celle de l'eau. Les étoiles à neutrons naissent donc au cours de supernovae explosives. Si leur devenir semble s'annoncer plutôt paisible, une fois l'orage passé, certaines d'entre elles connaissent d'autres expériences, tout aussi catastrophiques, notamment lors de collisions stellaires. Le 17 août 2017, des astronomes canadiens ont eu la chance d'assister à l'un des événements les plus recherchés en astrophysique, à savoir la fusion explosive entre deux étoiles à neutrons.
les deux astres situés approximativement à 130 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Hydre, tournoyés l'un autour de l'autre à une vitesse toujours de plus en plus rapide, déformant l'espace-temps environnant, jusqu'à ce que se produise l'inévitable. Les deux étoiles, très massives, se sont percutées et ont fusionné, provoquant une gigantesque explosion qui, du fait de son éloignement, n'a été observable qu'en cette journée précise de 2017. L'événement a été capté dans un premier temps par les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo, situés respectivement aux États-Unis et en Italie. Puis 2 secondes plus tard, le télescope Fermi de la NASA détecta un soudain rayonnement gamma. Pour les scientifiques, ces deux observations quasi simultanées ont permis de faire une découverte majeure. Pour la première fois, ils ont pu observer des ondes gravitationnelles émises, non pas par la fusion de deux trous noirs, mais par la fusion de deux étoiles à neutrons. Le signal détecté s'est révélé bien plus long que dans le cas de fusion de trous noirs, à savoir une centaine de secondes contre une fraction de seconde. Leur seconde découverte a été de constater que cette source d'ondes gravitationnelles émettait de la lumière, celle-ci ayant été observée grâce à 70 autres observatoires terrestres et spatiaux durant plusieurs semaines. Cet événement exceptionnel, lié à deux signaux et nommé GW 170817, est alors devenu le premier exemple de l'astronomie multimessager. Pour la première fois dans l'histoire de l'astrophysique, un tel événement cosmique a pu être observé, puis confirmé, grâce aux ondes gravitationnelles et électromagnétiques. Du fait de son intensité, l'explosion a été cataloguée kilonova, la première à avoir fait l'objet de réelles observations. Par la suite, les scientifiques se sont aperçus que la nouvelle forme créée par cette fusion entre les deux étoiles à neutrons était, à leur grande surprise, parfaitement sphérique. Les modèles précédents d'explosions stellaires suggérant plutôt une forme aplatie et asymétrique. L'observation de cette kilonova a ainsi démontré que les théories et simulations réalisées lors des 25 années précédentes concernant ces explosions massives étaient inexactes. L'erreur a été imputée à une force d'explosion sous-estimée. En effet, il a été démontré par la suite que durant ce processus de fusion, les deux étoiles à neutrons deviennent en partie une géante stellaire avant que la gravité n'engendre l'effondrement sur elle-même. Durant ce court laps de temps, une énergie colossale due aux désintégrations radioactives au cœur de l'astre se dégage, permettant au nuage d'explosion de prendre cette forme sphérique inattendue. En dehors des ondulations spatio-temporelles observées lors de cette fusion cataclysmique entre deux étoiles à neutrons, les astrophysiciens ont fait une autre découverte qui devrait te laisser rêveur. La collision de ces deux astres exotiques leur a enfin permis de résoudre l'énigme de toujours, à savoir comment la synthèse d'éléments plus lourds que le fer se produit dans l'univers. Rappelle-toi, l'élément le plus lourd qu'une étoile semble être en mesure de créer est le fer. Pourtant, le cosmos recèle bel et bien d'innombrables petits objets insignifiants, tout du moins au premier abord, ceux-ci contenant des métaux bien plus lourds, comme l'argent, l'or ou encore le platine. D'après Enrico Ramirez Ruiz de l'Université de Californie à Santa Cruz, les kilonovae résultant de la fusion de deux étoiles à neutrons pourraient bien être à l'origine d'une alchimie créant ces métaux rares. Selon le scientifique,
d'importantes quantités de neutrons sont expulsés lors du cataclysme. Ceux-ci s'accumulent brusquement sur des noyaux lourds voisins, formant lors d'un phénomène appelé le processus R, ou capture des neutrons rapides des éléments plus lourds. Une seule collision de ce type pourrait générer une quantité d'or colossale, équivalente, tiens-toi bien, à une masse comparable à celle de Jupiter. Je te laisse imaginer les quantités énormes de ces atomes singuliers qui peuvent alors naviguer au gré des marées cosmiques dans certaines régions de l'espace. Quant à l'or présent sur notre Terre, il correspond à des reliquats d'atomes d'or originels, captés par notre planète au moment de sa formation ou déposés par des astéroïdes venus s'écraser sur sa croûte terrestre. D'autres fusions entre des objets massifs ont été étudiées, notamment celle de deux trous noirs dont les ondes gravitationnelles ont été observées le 14 septembre 2015 grâce à la collaboration LIGO-Virgo. Confirmant les vibrations de l'espace-temps prédites 100 ans plus tôt par Albert Einstein. De nombreux autres événements similaires ont été détectés. Toutefois, un scénario manquait à l'appel, celui d'une collision mixte, impliquant une étoile à neutrons et un trou noir. Or, en janvier 2020, les astrophysiciens ont eu la chance de détecter, à seulement 10 jours d'intervalle, deux signaux distincts correspondant à ce schéma précis de fusion mixte. Toujours grâce à la collaboration de LIGO et Virgo, mais également de KAGRA, le détecteur d'ondes gravitationnelles japonais, des événements d'ondes gravitationnelles inhabituels ont été enregistrés. Le 5 janvier 2020, le signal nommé GW200105, en provenance d'une région de l'espace située à environ 900 millions d'années-lumière de la Terre. Puis le 15 janvier suivant, le signal nommé GW20015, distant d'1 milliard d'années-lumière. Tous deux se sont avérés provenir de collisions impliquant une grosse et une plus petite masse, correspondant dans les deux cas à un trou noir, absorbant violemment une étoile à neutrons. Ce phénomène, extrêmement rare, a permis de confirmer qu'une fusion de ce type pouvait, au-delà de la théorie, bel et bien se produire. Il a également permis de conclure que l'étoile à neutrons, bien que fortement massive, avait été littéralement gobée par le trou noir, qui n'en a fait qu'une bouchée, sans laisser la moindre miette. Reste à connaître maintenant l'historique de ces deux objets distincts, relativement massifs l'un et l'autre. Provenait-il d'un couple d'étoiles, dont l'une, en fin de vie, aurait muté en trou noir avant d'engloutir sa voisine? Ou bien ces deux objets, provenant de régions voisines, auraient vu leur route finalement se croiser jusqu'à l'ultime et explosive rencontre? Mais revenons dans une région de l'espace moins chaotique. Je te propose de découvrir les étoiles à neutrons les plus proches de notre Terre. Nommées les 7 magnifiques, ou encore les 7 mercenaires. Elles ont toutes été découvertes par le satellite Rosat, un télescope spatial allemand destiné, dans les années 90, à observer les rayons X mous de faible énergie. Le premier de ces astres, identifié en 1992, a été confirmé comme étoile à neutrons en 1996, suivi des 6 autres. Situés à environ seulement 390 à 1630 années-lumière de la Terre, ces étoiles qui génèrent de puissants champs magnétiques semblent rester, contrairement à leurs homologues d'âge moyen, extraordinairement calmes, d'où leur émission de rayons X doux et de lumière ultraviolette.
Ce groupe d'étoiles intéresse grandement les astrophysiciens. Elle constitue un laboratoire idéal pour tenter de percer le mystère de la matière noire. Jamais observée par les scientifiques, on ne connaît toujours aucune propriété de cette matière pour laquelle il y a néanmoins des preuves astronomiques substantielles de son existence. Pour l'heure, la science suggère que la matière noire pourrait être une particule subatomique stable et électriquement neutre de masse inconnue. Cette particule théorique est, du reste, nommée action. Les scientifiques s'intéressent donc aux 7 magnifiques qui émettent des rayons X doux. Relativement silencieuses et très calmes, ces étoiles représentent une opportunité unique pour rechercher de petits sursauts inattendus d'autres formes de lumière, qui pourraient être en lien avec la présence d'action. Ceci en interagissant avec le champ magnétique intense enveloppant l'étoile à neutrons pourrait se convertir en photons, soit en rayons X à haute énergie, c'est-à-dire en rayons X dur. Pour l'instant, des astronomes ont révélé que 2 des 7 étoiles émettaient une quantité importante de rayons X dur. Les autres semblant en émettre de façon beaucoup moins évidente et à diverses quantités. Ce constat permet de suggérer que des actions pourraient être à l'origine de ces rayons X durs. En revanche, ces actions n'ont pas été observées. Il ne s'agit toujours que d'une hypothèse qui demande à être concrétisée. D'ailleurs, de nombreux laboratoires tentent de reproduire ce scénario. Qui sait, un jour prochain, on nous annoncera avoir résolu le mystère de la matière noire. Non pas dans l'espace, mais sur Terre. Un autre fait concernant les 7 magnifiques ne peut être délaissé. Il s'avère que ces étoiles à neutrons auraient une 8e compagne. Découverte en 2007, cette étoile à neutrons, située dans la constellation de la Petite Ourse, à une distance estimée entre 250 à 1000 années-lumière, a été baptisée Calvera. Située en dehors du plan galactique, sa configuration reste un mystère. Elle est l'une des rares étoiles à neutrons qui évolue seule, sans aucun compagnon, ni aucune trace de supernova dans ses alentours. Serait-elle le vestige d'une étoile de notre disque galactique qui aurait explosé? Les chercheurs n'ont toujours pas de réponse, mais affirment qu'il s'agit probablement de l'étoile à neutrons la plus proche de la Terre connue à ce jour. Du fait de sa proximité et de sa très forte luminosité en rayonnement X, c'est une cible de choix pour étudier ce type d'étoile singulière. De nombreux programmes de recherche entamés permettront de déterminer si elle émet des pulsations, que ce soit dans les rayons X ou dans le spectre des ondes radioélectriques. Certaines étoiles à neutrons présentent des caractéristiques toujours plus extraordinaires. C'est notamment le cas de J0740 plus 6620, dont la découverte en 2019 a déstabilisé les astronomes américains. Il s'agit d'un pulsar si massif que les scientifiques pensaient qu'un tel astre ne pouvait exister. Cette petite étoile à neutrons, dont le diamètre n'excède pas 30 km de diamètre, défie à elle seule les lois de la physique, en affichant une masse de 2,3 masses solaires, soit 700 000 fois celle de notre Terre. Sa masse, calculée grâce à la présence d'une naine blanche qu'elle a pour compagnon, est si importante que l'étoile devrait être en train de s'effondrer pour devenir un trou noir galactique de plusieurs milliards de masses solaires. Or, il n'en est rien. Cette étoile à neutrons, bien que microscopique à l'échelle du cosmos, devrait permettre aux chercheurs
d'étudier les limites de la masse des étoiles et de percer encore un peu plus les lois de l'univers. Parmi les étoiles à neutrons hors normes, on peut citer J1008-57. Il s'agit d'un pulsar à rayon X qui est en phase d'accrétion, décelé en 1993 à l'aide d'un observatoire spatial à rayon gamma de la NASA. Son étrangeté repose sur son champ magnétique de surface, qui est le plus puissant jamais détecté auparavant. Celui-ci est d'environ 1 milliard de Tesla, soit des dizaines de millions de fois plus puissant qu'un champ magnétique qui peut être créé en laboratoire sur Terre. Cette particularité exceptionnelle a été découverte en 2020 par l'agence spatiale chinoise, qui s'est empressée de partager cette trouvaille, remettant en question le seuil supérieur de diffusion résonante cyclotronique connu. Les étoiles à neutrons sont réellement les astres de tous les extrêmes. Si elles font partie des objets les plus denses de l'univers, l'une d'entre elles a une nouvelle fois décontenancé les astronomes en raison de sa masse. Celle-ci ne s'est pas avérée monstrueuse, mais présente au contraire une valeur bien en dessous de ce que prévoit la théorie. Nommé J1731-347, cet astre, qui semble être une étoile à neutrons au sein du rémanent d'une supernova repérée à 8150 années-lumière, présente une masse d'environ 0,77 masses solaires seulement, pour un rayon estimé à 10,4 km. Jusqu'à présent, l'étoile à neutrons la plus légère possédait une masse équivalente à 1,17 fois celle du Soleil. De quoi remettre en question une fois encore la compréhension de la physique stellaire. Pour les scientifiques, reste à savoir s'il s'agit bien d'une étoile à neutrons extrêmement légère ou d'une étoile à quarks. Dans la première hypothèse, comment a-t-elle pu se former? Se peut-il qu'une grande partie de sa masse initiale ait été extraite du noyau lors de l'explosion du fait de la présence de son compagnon? À moins que cet astre soit en réalité une étoile étrange. Ce type d'étoile hypothétique, très dense, est composé essentiellement de quarks étranges, de composition inconnue. Si tel était le cas, ce serait la première étoile de ce type découverte. En effet, les étoiles étranges ne sont pour l'heure qu'une théorie et se situeraient à la frontière entre une étoile à neutrons et un trou noir. Enfin, nous ne pouvons observer les étoiles à neutrons sans nous pencher sur le cas de Bételgeuse, cette étoile très connue dans la constellation d'Orion, qui entre dans la composition du célèbre triangle d'hiver, aux côtés de Sirius et Procyon. Certes, il ne s'agit là que d'une supergéante rouge, dont la masse est estimée à 15 masses solaires. Mais cette étoile mourante, située à seulement 530 années-lumière de notre Soleil, dont la taille équivaut à 700 fois ce dernier, et dont sa luminosité la place en 10e position après notre Soleil dans le ciel nocturne, attise la curiosité des astronomes depuis de nombreuses années. Elle pourrait bien être proche de sa fin de vie explosive. De plus, une importante baisse de sa luminosité a été constatée fin 2019, celle-ci ayant duré plusieurs mois avant qu'elle ne retrouve son apparence précédente. Si tous les scientifiques ne s'accordent pas sur les raisons de cet obscurcissement ponctuel, il n'empêche que l'étoile traverse des phases de pulsation au cours desquelles sa taille et sa luminosité fluctuent. Bételgeuse semble montrer des signes avant-coureurs qui laissent à penser que la supernova qui lui donnera le coup de grâce final pourrait se produire dans un futur proche, à l'échelle humaine. Pour certains astronomes, le cœur de Bételgeuse doit se trouver à l'étape finale de fusion du carbone.
Toujours est-il qu'elle se rapproche toujours plus de son étape ultime, à moins que celle-ci ait déjà eu lieu. Sachant que cette explosion stellaire, devant être visible même en plein jour, mettra 530 années pour être observable depuis la Terre, reste à savoir si nous aurons l'opportunité de l'admirer de notre vivant. Notre voyage interstellaire touche à sa fin. Les étoiles à neutrons, ces objets fascinants, commencent à nous révéler les secrets de la matière et de la gravité. Ces astres, qui sont le résultat de l'explosion d'étoiles massives, libérant une énorme quantité d'énergie et d'éléments chimiques, font preuve d'une alchimie cosmique peu commune. À travers un processus de nucléosynthèse d'une violence extrême et exceptionnelle, elles sont à l'origine de la formation des éléments les plus lourds parmi les 118 éléments stables connus à ce jour du tableau périodique. Mais surtout, dans leur dernier sursaut cataclysmique, ces étoiles éjectent des éléments comme le carbone, l'oxygène ou encore le fer, qui sont essentiels à la formation de la vie. Certains de ces éléments, après avoir dérivé dans le cosmos, finissent par s'accumuler dans des planètes, de manière totalement hasardeuse, au gré des mouvements cosmiques. C'est ainsi que la diversité biologique s'est probablement développée sur notre Terre, elle-même bombardée dès sa formation par quantité d'éléments émanant de ses fins de vie explosives, dans un environnement plus ou moins proche. On peut donc présumer que les étoiles à neutrons ont très probablement joué un rôle essentiel à la formation de la vie sur Terre. Et pourquoi pas ailleurs dans l'univers. Après tout, pourquoi notre Terre serait-elle la seule à avoir bénéficié de cette miraculeuse et hasardeuse évolution? Crois-tu réellement que notre Terre, porteuse de vie, soit unique dans ce cosmos infini?